Bienvenue à tout le monde. Bienvenue aussi déjà à nos panélistes pour cette table ronde. On est vraiment très content d'être là. Je vais juste me présenter, Thomas Junot, je suis cofondateur et coprésident aussi du festival de jeux Ludesco. Et on a introduit cette idée de table ronde, pas seulement donc pour jouer, mais aussi pour parler du jeu. C'est aussi un des buts d'un festival, c'est de mettre en avant une thématique ou un domaine, et notre domaine c'est le jeu. Donc on va parler jeu cet après-midi, mais on va parler jeu dans un contexte peut-être un peu plus entrepreneurial que d'habitude, pas uniquement pour jouer, mais le jeu en entreprise. Et en fait, le jeu en entreprise, c'était la thématique de la première conférence qu'on a eue il y a maintenant 4 ans, puisque comme vous le savez, pendant 3 ans, Ludesco soit n'a pas existé, soit a existé en format réduit. Et donc on est très content en fait de retrouver un Ludesco en grand format pour cette 4e édition. J'en profite ici, puisque c'est une table ronde que nous avons imaginée autour du monde de l'entreprise, mais aussi des collectivités publiques, pour remercier déjà une première fois nos partenaires, que ce soit partenaires de collectivités publiques, mais que ce soit aussi commerces et entreprises de la région qui soutiennent Ludesco et sans qui le festival ne pourrait pas avoir lieu. Donc merci à vous, si vous êtes dans la salle, et merci à nos panélistes de nous faire le plaisir d'être avec nous pour cette table ronde. Merci aussi de votre loyauté et fidélité, en tout cas pour la plupart d'entre vous, puisque c'était une table ronde qui avait été programmée pour 2020. Et donc, 3 ans après, ils ont confirmé leur invitation à cette table ronde. Le sujet, lui, ne s'est pas démodé, bien au contraire, le jeu de société est en pleine explosion. Je vais vous présenter, et ensuite mes interventions sont très brèves, elles se limiteront à poser quelques questions. J'en ai préparé 3, je dirais, obligatoires, et puis ensuite le reste, c'est uniquement s'il n'y a pas de questions du public. Mais je vous invite déjà à réfléchir à tout ce qui vous passe par la tête pour interroger nos panélistes, mais je vais vous les présenter, comme ça vous savez à qui vous avez affaire. Stéphane Gobron, pour commencer, qui après des études aux États-Unis, en France et un doctorat au Japon, s'est dirigé vers la recherche et l'enseignement en informatique, notamment au CNRS en France, puis à l'EPFL à Lausanne, et aujourd'hui à la Haute École Arc à Neuchâtel, qui fait partie de la HES-SO. Ces centres d'intérêt portent sur les niveaux de réalité, en bon français XR, ainsi que sur la gamification industrielle, les serious games, le calcul massivement parallèle, la modélisation et la visualisation en temps réel des données. Il est l'auteur d'un livre et a publié une centaine d'articles techniques et scientifiques. Et enfin, il est à l'origine, on en discutait tout à l'heure, et préside la conférence Gamification and Serious Games, le GSGS, qui se déroule chaque année à Neuchâtel. Sans doute. Ça change de ville. Ah, ça change de ville. Mais ça revient à Neuchâtel. D'accord, ok. Mais peut-être en diras-tu un mot tout à l'heure. Ensuite, la personne que je connais le mieux sur cette table ronde, c'est Loïc Hans, qui se présente aujourd'hui comme un game designer, formateur et consultant en jeux sérieux. C'est un spécialiste en gamification et en facilitation à travers le jeu. Depuis 2020, il est co-responsable de la formation continue de généraliste en jeux sérieux à la HE Arc aussi. Et il est cofondateur et directeur exécutif de la société coopérative Entrée de Jeu, basée à la Chaux-de-Fonds, qui propose des services aux entreprises souhaitant utiliser le jeu dans leur communication ou comme support permettant d'atteindre n'importe quel objectif. Je salue aussi Johan, qui est dans la salle et qui est aussi cofondateur de Entrée de Jeu. Et j'ai le plaisir, à titre personnel, de côtoyer Loïc depuis très longtemps, puisqu'il est aussi l'un des cofondateurs de ce festival. Toujours à sa droite, Nancy Canel-Rossel. Nancy qui travaille pour la ville de la Chaux-de-Fonds depuis 2020 et dans une fonction au sein du secteur marketing urbain du service de l'urbanisme, des mobilités et de l'environnement. Et dans ce cadre, elle développe des projets notamment en lien avec le commerce local, dont un projet, on a quelques boîtes ici, autour de la monnaie locale l'abeille. En fait, ils ont créé un jeu avec justement Entrée de Jeu, et on va en parler lors de cette table ronde.
Voilà. Le dernier intervenant est Raphaël Nicolet. Il est passionné de jeux en tout genre et c'est ce qui l'a poussé, c'est ce qu'il a écrit en tout cas dans sa bio, à postuler chez Helvetic en 2021. Il est ingénieur mathématicien. Sa formation scientifique lui permet d'aider l'entreprise à se développer numériquement. Il participe également au développement de certains jeux. Il a récemment été chef de projet pour le développement de 2 jeux utilisés par des entreprises. J'imagine que tu en diras quelques mots. Comme outil de communication, Tutti Quantum et Retire Happy. Et il faut dire qu'Helvetic aussi est un éditeur qui a toujours recherché les coopérations, que ce soit avec des coopératives, des collectivités locales ou des entreprises. Voilà pour cette introduction. J'espère que tout le monde est satisfait de la manière dont je vous ai présenté. Je vais commencer tout de suite avec une première question. Loïc, prépare-toi, ce sera pour toi. 30 secondes. Cette table ronde s'intitule « Le jeu comme outil de communication » et laisse donc entendre que le jeu peut être utilisé par des entreprises ou institutions dans leur stratégie marketing, ou en tout cas pour communiquer avec leurs clients et les partenaires. Donc quels sont les avantages selon vous, selon toi, par rapport à d'autres vecteurs dans une stratégie de communication en fait, finalement c'est le cœur de cette table ronde. Qu'est-ce que le jeu peut amener de différent en fait dans la communication par rapport à, je sais pas, une affiche, un apéritif, un événement. Ouais, merci. Merci Thomas. Bonjour tout le monde. Alors, moi je dirais que le jeu c'est un peu comme vecteur, sa particularité, c'est que ça fait vivre aux joueurs un peu une expérience, généralement qui est jugée positivement, et puis qui va agir un peu sur leurs émotions. C'est un peu la théorie, mais c'est bien de commencer par ça, je pense, et de dire qu'en fait, vraiment, ça va. Si vous vivez une expérience assez forte à travers un jeu, finalement, ça va un peu plus vous marquer. Et si vous associez cette expérience, par exemple, dans ce contexte-là, à une marque ou une entreprise qui vous a permis de vivre ce moment-là, ou en apprenant des choses sur cette marque, par exemple, finalement, ça va vous créer des souvenirs qui vont rester plus longtemps, que vous allez mieux mémoriser que si vous aviez juste lu un flyer dans le bus, par exemple. Le jeu, il a un peu cette particularité d'offrir une manière divertissante et captivante, peut-être d'interagir avec les différents publics. Et le fait de pouvoir jouer à plusieurs, en fait, ça permet de créer un sentiment de communauté, parfois de partage, qui va aussi renforcer la marque qui propose ça. Et il y a peut-être encore un point moi, qui me concerne particulièrement, puis je voulais mentionner, alors je le dis dès le début, mais c'était la question en fait un peu des différents supports de jeu. En fait, là on parle. À l'UDESCO, je crois qu'on est assez bien placé pour voir la multitude de formes de jeux. Il n'y a pas que les jeux de plateau, il n'y a pas que les jeux numériques. Sur support numérique, vous avez des escape games, vous avez des jeux de piste, vous avez des jeux de rôle, vous avez plein de formes de jeux. Puis en fait, ça veut dire que vous pouvez adresser des publics différents d'une manière qui soit idéalement adaptée au contexte en choisissant bien la forme de jeu. Et ça, c'est quand même une particularité, c'est que finalement, vous pouvez écrire plein de sortes de jeux pour plein de contextes différents. Ce qui est difficile, c'est de choisir la bonne forme et puis de ne pas aller trop vite, puis pas rater cette étape-là d'identification, mais ensuite, une fois que vous avez trouvé la bonne forme de jeu, vous arrivez mieux à toucher votre public, en fait, je pense qu'avec d'autres supports. En tout cas, le jeu, ça favorise, je trouve, cet aspect-là. Voilà. Merci. Ouais, merci. Déjà, plein de choses, déjà plein d'éléments. Peut-être, Raphaël, quand Helvetic, je ne sais pas si ça fait partie de tes fonctions, vous allez démarcher, je ne sais pas si vous le faites, des entreprises ou des collectivités en leur proposant vos services ou des jeux. Déjà, clarifie, est-ce que c'est des choses que vous faites, puisque vous travaillez en tout cas avec des entreprises de temps en temps ou des collectivités publiques. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous mettez en avant ? Quels sont les arguments en fait, que vous mettez en avant pour dire tiens, on va créer un jeu avec vous, voilà ce que ça peut vous amener. Alors, je dirais du démarquage, ça arrive qu'on aille voir les entreprises, dans des salons ou autres, selon comment, pour proposer quand on a des idées ou quand on a quelque chose qu'on voit qui pourrait être réalisable en fait en partenariat avec elles. Mais c'est pas forcément la façon dont on travaille le plus régulièrement en fait, parce qu'on a besoin d'avoir déjà une idée de projet en fait à soumettre. Et vu qu'on édite déjà pas mal de trucs, en fait, c'est assez compliqué aussi pour nous de faire ça. Mais par contre, on a franchement régulièrement des entreprises qui viennent vers nous, je dis entreprises ou collectivités ou autres associations,
qui viennent vers nous, et ça peut être soit on aimerait développer un outil pour tel objectif, par exemple, ça va dépendre vraiment, ça peut être pour s'approcher de collectivités, ça peut être pour faire de la publicité, ça peut être dans un objectif complètement pédagogique, ou pour n'importe quelle raison. Et ces gens, soit ils vont venir et puis du coup on va essayer de créer un projet ensemble en développant, soit ils vont venir, ça arrive aussi avec un projet qu'ils ont essayé de commencer, qui n'a pas trop marché ou qu'ils n'arrivent pas à concrétiser complètement en fait, et du coup à ce moment on va aussi les aider à développer en fait complètement leur jeu et arriver à faire un truc publié final qui fonctionne et qui remplisse les objectifs qu'ils voulaient atteindre en faisant ce produit. Ok. Et maintenant, pour passer de l'autre côté, Nancy, je te regarde. Qu'est-ce qui a convaincu la ville de La Chaux-de-Fonds, je ne sais pas si c'est la ville ou si c'est une collectivité plus large, enfin un groupement plus large, en fait, à dire tiens, on va se lancer dans le jeu de société, on va faire un jeu autour de l'abeille, donc cette monnaie locale. Pourquoi ça et pas quelque chose d'autre? Qu'est-ce qui t'a intéressé ou qu'est-ce qui a intéressé les personnes qui ont pris cette décision dans l'idée on va faire un jeu? Alors je vais tout de suite remettre la paternité du jeu à entrée de jeu, parce que c'est pas la ville de La Chaux-de-Fonds qui est l'initiatrice de ce projet, mais c'est bien la société Entrée de jeu qui est arrivée avec un projet de développer un jeu inspiré par la monnaie locale. Donc en fait nous on a simplement utilisé le produit final pour faire parler de la monnaie locale chaudefonnière qui a été lancée en 2019, vraiment dans le but de soutenir le commerce local, et puis ce jeu, c'était simplement un outil supplémentaire pour pouvoir parler d'un produit, mais c'est vrai qu'on était quand même assez content de se dire que notre monnaie locale pouvait même inspirer un jeu de société. Et dans la communication, qu'est-ce que ça a ajouté peut-être quel a été, pourquoi vous avez dit oui en fait au final? Alors en fait, c'est vrai que c'est un projet à la base qui a été soutenu par Ecoprox, qui lance des projets de proximité, vraiment pour aussi soutenir tout le tissu économique local. Et puis la ville s'est dit, tiens, pourquoi pas, c'est un outil ludique en fait. Nous on parle de monnaie locale, on parle de commerce, on développe vraiment des choses de proximité. Et puis ce jeu, c'est une petite touche peut-être un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude, en tout cas au niveau de la monnaie locale. La monnaie locale, elle touche des magasins, des boutiques d'habits, des magasins d'alimentation, enfin tout un panel divers de partenaires abeilles. Et puis ce jeu, c'était la petite touche supplémentaire à mettre en avant. Mais c'est vrai que notre rôle, ça a été d'offrir la possibilité à nos partenaires abeilles d'acquérir le jeu et puis de le revendre en fait. Donc si vous voulez, voilà, nous on l'a vraiment vu comme outil supplémentaire pour pouvoir mettre notre promotion de nos commerçants qui acceptaient la monnaie locale dans leur commerce. Ouais, une possibilité d'aller plus loin dans la communication, d'offrir quelque chose. Génial. On va finir cette première salve de questions, ce premier tour par toi, Stéphane. Peut-être en élargissant, mais je te repose la même question que j'ai posée en introduction à Loïc. En fait, c'est quels sont en fait les avantages du jeu ou des jeux, parce qu'il y a différents types de jeux, par rapport à d'autres vecteurs de communication. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix. J'ai un gros rhume. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Comme l'a souligné déjà pas mal Loïc, je pense qu'il y a un mot qu'il n'a pas dit, c'est l'engagement. En fait, quand on veut communiquer, on passe par l'engagement. Est-ce que les personnes vont être engagées ou pas? Est-ce qu'ils vont être intéressés? Et si du coup on réussit à faire que, à travers le jeu, la communication qu'on veut transmettre, elle est soulignée, et elle est bien soulignée, et bien là on a gagné, parce que on n'a pas à persuader les gens, ils s'auto-persuadent. Donc le problème est réglé. Bon, maintenant, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais je commence à mettre un petit peu la graine pour la direction. Le problème, c'est que c'est à double tranchant à cause de cet engagement, justement. Et on peut, à la limite, avec la manipulation, est assez difficile à trouver. Voilà. Mais je laisse ça pour un petit peu plus tard.
Ok, merci. Mais on va continuer en donnant des exemples concrets en fait, parce que c'est bien de dire ce que le jeu peut apporter. Mais donc là, je sais pas, toi, on peut continuer avec toi en fait, Stéphane. Si toi tu as participé à des projets concrets ou si tu as des exemples de données où le jeu a servi en fait d'outil de communication pour des collectivités ou pour des entreprises ou des salons, ou je sais pas. Alors, mon petit teasing va devoir exploser. Du coup, en fait, j'ai participé, j'ai commencé à participer à 2 projets. Et puis, assez rapidement, j'ai sabordé les projets. Quand j'ai réalisé que, d'un point de vue éthique, ça ne correspondait pas à mes valeurs. Parce que, de toute évidence, en fait, les entreprises que je ne pourrais pas nommer, parce qu'il y a bien sûr NDA derrière, ils voulaient faire du profiling d'utilisateurs, du jeu en question. Et puis les uns, c'était pour manipuler. En fait, ce que voulait cette entreprise, c'était faire un outil qui permettait à la direction de n'importe quelle entreprise de faire sous la forme d'un jeu, un serious game, de transmettre en fait ce que la direction souhaitait que les employés pensent. Et donc l'idée c'était que au lieu d'annoncer des choses qui étaient plus ou moins plaisantes, via le jeu, ils réussissaient déjà à transmettre l'information en question. Et puis du coup, quand ils l'annonçaient quelques semaines ou quelques mois plus tard, tout le monde était content. Et bien sûr, quand les employés sont contents, ça passe beaucoup mieux, la communication. Et quand j'ai réalisé ce qu'ils voulaient faire, justement, on est en plein dedans. Voilà, ça me plaisait moyennement. J'ai dit, mais c'est la manipulation, on voulait faire. Mais non, on ne l'appelait pas comme ça. Si, c'est la manipulation. Et puis, donc voilà, c'est arrêté là. Ok, mais en même temps, on ouvrirait le débat à d'autres choses, mais c'est aussi le but de la communication et du marketing, peut-être pas de manipuler, mais d'influencer. Mais ça, c'est une autre question, c'est un autre débat. Mais ça prouve en tout cas que le jeu peut être utilisé dans une démarche de communication, de marketing. Ton exemple. Loïc, des exemples non sabordés auxquels tu as participé ou entrée de jeu à participer, en plus de local business. Ouais, alors je vais donner des exemples plus traditionnels peut-être. Merci Stéphane d'avoir montré aussi cette part d'ombre. C'est vrai que là on a dit que la table ronde est axée vraiment sur les questions de marketing et c'est vrai que pas tous les styles de communication, on a un tutoriel là-dessus. Et puis c'est vrai que c'est un point qui est revenu, je sais qu'on en a parlé avec Stéphane il y a quelques jours. Et puis notamment si vous travaillez dans le domaine de la gamification, qui est un peu différent que les serious games, mais du coup c'est un sujet qui est récurrent en fait, la limite. Et donc merci Stéphane de remontrer un peu l'autre côté qu'on peut voir parfois. Moi je suis sur du plus traditionnel, alors je pense avec entrée de jeu. Puis j'ai pris quelques exemples et je vais essayer d'aller très vite parce que comme ça juste pour un peu vous inspirer, vous montrer un peu les choses. Mais par exemple on a développé un jeu qui s'appelle PBI The Game. Johan qui est là-bas derrière et puis qui peut vous faire un petit coucou. Et donc l'auteur principal de ce jeu, et il fait aussi partie de Peace Brigades International, qui est donc l'ONG en fait qui a mandaté la création de ce jeu. Puis donc c'est un jeu qui sert à promouvoir finalement la marque, enfin les activités de Peace Brigades International auprès des différents publics. C'est un outil concrètement qui peut être utilisé sur des stands, qui peut sortir comme ça, donc ça cette vocation-là. Mais ça permet aussi, en fait c'est une forme de simulation si vous voulez, d'une semaine typique. Donc vous incarnez en tant que joueur des bénévoles de l'ONG, puis vous allez vous mettre dans la peau d'un bénévole, d'une équipe de bénévoles, et puis vous allez devoir vous répartir des tâches avec différents, vous ne pourrez pas tout faire, ainsi de suite. Et donc c'est une manière en fait de vivre un peu dans la peau d'un bénévole de l'ONG, et puis c'est une bonne manière en fait de beaucoup mieux comprendre ces activités, puis un petit peu les problèmes auxquels elle peut être confrontée. On parlait d'éthique, on parle de choses comme ça, voilà, c'est différent parce que c'est un autre domaine d'activité que celui que tu abordes, mais disons que voilà, le but de ce jeu c'est typiquement mieux comprendre ce qu'ils font et d'avoir un outil pour aller se présenter à différents endroits. Puis après dans d'autres styles, on a fait un jeu de piste qui s'appelle Les Barons, qui est donc
un jeu de piste sur l'urbanisme horloger ici à La Chaux-de-Fonds, lui qui a pour vocation d'être un outil touristique, on va dire, qui sert à augmenter l'offre. Disons, c'est une alternative peut-être à des visites guidées sur l'urbanisme horloger ici à La Chaux-de-Fonds. Ça a été réalisé dans le cadre donc, du 10e anniversaire de l'inscription des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds à l'UNESCO. Et disons que là, le but, c'est de faire venir en fait, il y a eu plusieurs publics cibles, mais un des publics cibles, c'était les courses d'école de jeunes étudiants, suisses-allemands par exemple, qui viendraient découvrir La Chaux-de-Fonds et puis qu'ils aient une petite activité qui dure 2 heures, qui leur permette un peu de faire le tour de la ville. C'était typiquement un des publics cibles, il y en avait d'autres, mais voilà, c'est un autre exemple un peu de marketing territorial, parce que finalement, c'est comme un outil qui sert à faire venir un peu des gens dans la ville, il faut présenter la ville autrement. Et puis peut-être pour un autre exemple encore, mais je ne vais pas tous vous les faire, j'en ai prévu trop je crois, mais on a développé un jeu de rôle, peut-être pour un peu montrer les types de jeux, mais on a développé un jeu de rôle à la brasserie des Franches-Montagnes, donc pas très loin d'ici, voilà. Et là le but c'était aussi une alternative à des visites guidées traditionnelles, mais dans le but de faire revenir des clients qui étaient déjà venus dans la brasserie, qui connaissent un peu l'ambiance de cette brasserie qui est totalement déjantée. Et en fait, du coup, le jeu de rôle était une bonne forme pour transmettre ce côté un peu déjanté. Et donc voilà, le but de cet outil, c'est de faire découvrir l'univers de cette brasserie, de faire revenir des clients qui sont déjà venus, leur trouver une nouvelle raison de venir. Et voilà, c'était un autre exemple. Puis je fais un effort, j'en reste là, mais j'en ai d'autres. Si ça vous intéresse, je peux vous en parler volontiers après. Il y a notamment aussi Histoire de parents, qui est un jeu pour parler des relations, de la coparentalité. Puis je dis juste un mot parce que tu nous fais l'honneur d'être là. Il y a donc son auteur qui est présent. Et je pense qu'il pourra vous en parler toute la soirée si vous lui posez des questions. Il est assez bavard généralement. Donc si jamais, voilà, n'hésitez pas. Voilà, ça vous met à être promis. Ça marche, merci. Peut-être du côté d'Helvétique, encore quelques exemples de coopération, je dirais, avec des collectivités ou d'autres types d'organisations, des entreprises. Oui, alors moi je peux vous donner plusieurs exemples de types différents, notamment d'objectifs différents, pour revenir à ce que je parlais avant. Le dernier exemple en date, qui est publié actuellement, c'était l'action, je ne sais pas si vous avez vu passer en décembre, c'était Bandido Coca. Pour moi c'est un exemple typique, donc on a fait une version de Bandido qui est notre best-seller pour Coca, donc avec leur design, avec la loutre à la place du bandit. Coca, on parle bien de l'entreprise lausannoise, pas de Coca-Cola. Oui, Coca, oui, QOQA, ouais, effectivement. Et donc du coup, ça c'est typiquement une action marketing que Coca a voulu faire pour attirer un autre public de chez eux autant. Et puis donc pour nous c'était aussi chouette, ça nous a mis en avant. Et donc ça c'est vraiment pur marketing, je dirais. On a un exemple de un objectif de, je sais pas comment dire, explication ou rendre grand public des choses un peu complexes. C'est Tutti Quantum auquel j'ai participé du coup. Donc ça c'est l'association Unsolved sur Genève, de l'Université de Genève, qui donc est venue vers nous avec un prototype qui ne marchait pas. En fait, ils voulaient faire un jeu de cartes qui puisse un peu vulgariser la physique des particules, en particulier juste les interactions entre les particules élémentaires. Et du coup, le distribuer, que ce soit dans des universités. Par exemple, ça a été offert, sauf erreur, aux premières en physique de l'EPFL cette année à la rentrée. Et ça trouve aussi assez bien sa place dans plusieurs boutiques de jeux. Donc ça, c'est plutôt un objectif vulgarisation. On a des objectifs vraiment pédagogiques, par exemple le générateur de micro-aventures qu'on a fait avec Movesia. Donc Movesia, c'est la fêtière suisse en fait qui favorise les échanges donc scolaires et la mobilité de manière générale. Donc là, on a développé un jeu. Le but, c'est d'avoir un outil pédagogique que les enseignants puissent utiliser en classe, mais qu'il puisse aussi être utilisé à la maison, dans lequel les enfants, du coup, ils vont piocher des cartes qui vont leur donner des missions à faire. Par exemple, aujourd'hui, pour aller à l'école, tu prends un autre chemin que d'habitude. Qu'est-ce que tu remarques de différent? Ou promène-toi pendant 5 minutes dans ton quartier. Combien de choses que tu n'avais jamais vues est-ce que tu as remarqué? Ou encore des trucs à faire vraiment plus en classe. Et sinon, un autre type de produit, on a toujours des demandes pour des cadeaux ou des communications internes. Par exemple, le jeu Team Up que nous publions, il a été créé à la base pour Planzer. Ils sont venus à la base et on a eu cette idée de jeu avec une palette
Et vraiment, l'idée de base, je crois, c'est Planzer, ils voulaient offrir à leurs employés des exemplaires de Team Up. Donc on a fait Team Up pour eux. Et après, vu qu'on a trouvé que c'était un jeu chouette, ben, on l'a aussi on l'a publié derrière. Et on a encore plein d'autres exemples en cours. Ouais, bah je remercie déjà les panélistes là, de nous présenter vraiment toute cette palette de possibilités. On voit que c'est quasiment infini. L'exemple de Planza, ça me fait penser à Jamaïca, en fait, qui est devenu un des classiques du jeu de société, qui est créé par un auteur suisse, Sébastien Pochon, qui avait été créé en fait pour les assurés d'une assurance maladie. Et le jeu a tellement plu en fait qu'il est devenu un jeu grand public et qui est maintenant en fait un classique, un nouveau classique du jeu de société indémodable. Donc, mais vraiment merci à vous d'avoir présenté un peu cette palette. Du coup j'ai une question pour Nancy. Est-ce que ça donne des idées à la vie de l'achat de fonds après local business? Peut-être il y a déjà des projets en cours. Alors nous, c'est vrai que toujours dans le cadre de la monnaie locale, en fait, ce qu'on fait beaucoup, mais c'est pas des serious games comme vous avez présenté là, mais nous, on fait pas mal de jeux concours, en fait. C'est vrai que pour essayer de vendre la monnaie locale à un large public, on utilise notamment notre page Facebook, et puis sur laquelle on fait des promotions spécifiques, et puis on met à la clé des gains d'une carte à baie, de monnaie locale de 100 francs à gagner. Et puis on a récemment fait aussi un concours dans le journal local qui s'appelle Le Tourbillon. Et puis en fait, c'est quelques questions. Le dernier en date, c'était quelques questions avec des dates. Et puis c'est vrai que ça fait les gens peuvent répondre à ce concours et puis gagner de la monnaie locale. Mais c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on influence évidemment les gens en faveur de la monnaie locale, mais on favorise aussi la consommation locale. Donc en fait, je pense que c'est dans le bon sens du terme. Peut-être on peut refinir. Voilà, je crois que tu as un autre exemple qui s'est venu. Et puis en fait, peut-être juste pour rebondir sur ce que Nancy disait, finalement le jeu, effectivement, il y avait les jeux concours, maintenant il y a des jeux un petit peu plus élaborés, on avait quelques exemples. En fait, on a toujours utilisé le jeu en fait, dans la communication finalement. Ça fait longtemps en tout cas qu'on fait des concours avec qui sont une forme de jeu. Alors bon, maintenant, on pourrait aussi débattre sur le terme c'est quoi le jeu, est-ce qu'on joue vraiment à travers le jeu. Ça, je pense que c'est un très long débat, et puis si on regarde des enfants jouer, même à la poupée, on va se dire oh là là, comme c'est mignon, ils jouent, et en fait, non, c'est très sérieux. Il n'y a qu'à voir les petites filles, les petits garçons qui peuvent jouer justement avec des pluches, c'est une activité très très sérieuse pour eux. Bon, mais sans rentrer dans ce débat-là, j'avais deux exemples qui m'étaient arrivés par rapport à la promotion justement locale. Alors, on avait travaillé avec Saint-Ursanne, qui n'est pas si loin que ça. Et puis à Saint-Ursanne, moi j'avais appris, je ne savais pas, il y a un saint, un vrai saint, justement le Saint-Ursanne, je sais pas, avec la vraie dépouille de Saint-Ursanne, il est canonisé et tout, voilà, c'est la totale. Et puis c'est le clergé qui est venu nous voir en disant « Ah, ça serait bien si on pouvait valoriser ce saint, machin, avec la ville en question. » Donc on était un petit peu surpris. Et donc on a fait un projet avec eux. Donc c'est original, c'est pour ça que j'en parle. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'on a commencé à dire « Ah ouais, on pourrait faire un serious game, machin. » Et puis là, les gens ils seraient intéressés, côté historique, machin. Puis ceux qui sont plutôt catholiques, ils seraient aussi intéressés par cet aspect-là. Et puis là, on a eu le clergé qui a fait « Non. » J'ai dit « Non, quoi? Non. » Non, parce que vous utilisez le terme « jeu ». Et ça passe pas. Et moi, je dis « Bon, comment, mais qu'est-ce que vous voulez c'est quoi le problème ?» Et puis, personne en face de moi, c'est du vécu. Hein. Il fait « Le jeu, c'est le malin. C'est le mal. » On est tous damnés. Alors, ouais, mais enfin, c'est bien comme vecteur de communication, hein, si ça peut être sympa et tout. Et donc, on a changé tous les termes, et maintenant, c'est une activité, comment on a appelé ça? Justement, motivante.
Donc on a dû ôter de tous les textes partout, terme jeu ou ludique. Ludique aussi, c'est des bannis. Hein. En plus, ludique, c'est un peu comme Lucifer. C'est comment on parle. Donc ça, c'était le premier exemple assez amusant. Un autre exemple, mais plus dans la communication, c'est avec la ville de Lausanne. En fait, dans les crèches, mon ex-épouse a eu l'idée, ils avaient un gros problème dans les crèches. C'est qu'il y a pas mal de sujets, ils sont supposés discuter entre collègues durant les séances qu'ils ont, des problèmes que les enfants peuvent avoir. Et puis souvent, ça touche à des problèmes d'éthique, ça touche à des problèmes sexuels, ou ça touche à des problèmes de violence, ou ça touche à des problèmes religieux. Et du coup, elle a remarqué qu'il y avait un vrai gros tabou. Et du coup, les gens se regardaient un petit peu en chien de faïence, il y a très peu de parler des problèmes de fond, ils étaient plus là pour prendre un petit café, puis voilà. Et puis elle a eu cette idée, en fait, de faire un listing de tous les sujets tabous qu'elle rencontre. Et puis comme elle travaille dans pas mal de crèches, elle a pu faire un grand listing de sujets comme ça. Et puis, son idée, c'était de dire que les colloques institutionnels, ils devaient faire 15 à 20 minutes de ce jeu, durant lequel chacun avait un petit sablier de 3 minutes et devait prendre une carte, et sur le thème en question, devait raconter une anecdote, si possible une anecdote vécue. Et puis, il travaille en équipe, et puis l'équipe doit aller le plus loin possible dans le petit board. Et ce qui était assez génial dans son jeu, c'est que ce qui est génial dans son jeu, c'est que au final, ça devenait plus tabou, parce que ça déresponsabilisait la personne. C'est pas moi qui parle de la petite Marie qui se masturbe peut-être un peu trop souvent et que c'est peut-être un problème ou un signe qu'il y a un problème. C'est le jeu qui me demande d'en parler. C'est pas moi qui dis que effectivement ça m'embête un petit peu, ce papa qui a tendance à être ultra misogyne et puis un peu violent. C'est le jeu qui me demande d'en parler. Et du coup, il y a eu une communication, une émulation incroyable. Et ça a eu un bel effet, et j'espère que ça pourra aller plus loin, mais la ville de Lausanne a décidé de promouvoir ce petit jeu dans toutes les crèches de Lausanne. Encore deux exemples vraiment très différents les uns des autres. Je précise juste, puisque tu parlais du clergé, c'est pas le clergé, mais on a une belle collaboration à l'UNESCO avec l'Eron. Et il y a un jeu grandeur nature pour découvrir le grand temple et notamment le clocher du grand temple. Donc si vous ne l'avez pas fait, regardez dans le programme, mais c'est absolument fantastique. J'ai pas eu la chance de le faire, mais tous les gens que je connais qui l'ont fait ont eu des retours incroyables. Bon, je crois qu'il reste quelques places, donc si jamais, n'hésitez pas à participer à cette escape game. J'ai encore pas mal de questions, mais peut-être qu'on peut déjà voir dans le public, oui, si on a des questions. C'est pour ça que j'ai pris un micro portatif. Merci, bonsoir à tous. Merci pour ce débat, cette table ronde intéressante. J'ai une question par rapport à votre monsieur Stéphane, c'est ça, que vous venez d'aborder. Est-ce que par rapport à certains jeux, il ne faudrait pas la présence d'une personne compétente qui puisse éclaircir certains points, peut-être une psychologue ou quelque chose, parce qu'on ne peut pas jouer avec n'importe quoi. C'est ce que je me pose comme question. Il y a des gens qui ont peut-être vécu des traumatismes et pour qui ça peut être émotionnellement difficile. Première question. Puis deuxième question, beaucoup plus pratique et terre à terre. Combien de temps faut-il entre une demande d'un entrepreneur auprès de vos services avec une petite idée qui germe et la réalisation du produit fini? Et puis deuxième question aussi, très terre à terre, combien ça coûte? Alors ce que je propose, peut-être entre Stéphane et Loïc, vous pouvez répondre à la première, et puis peut-être entre Loïc, tu peux enchaîner aussi sur la deuxième avec Raphaël aussi. Merci beaucoup pour cette question, enfin ces questions. Et effectivement, ce qui va se passer, c'est que quand on a des problèmes éthiques, psychologiques, où c'est un petit peu borderline comme ça,
les colloques institutionnels qui forment ne sont pas là pour régler la question. Les colloques institutionnels en question dans les crèches, qui sont normalement une fois par semaine, toutes les 2 semaines, sont là pour identifier s'il y a un problème et tout de suite faire passer dans le système hiérarchique ensuite à la ville de Lausanne, voir les psychologues justement, voir s'il y a un truc qui ne va pas. C'est pas eux qui vont le régler, évidemment. Mais par contre, c'est toutes ces personnes de terrain, je dis elles parce que c'est quand même à peu près 97% des femmes, qui vont donner le premier signal. C'est pas parce que la petite Marie a un comportement comme ça qu'il y a un problème. Mais en général, c'est vrai que autant le thème c'était la masturbation enfantine, c'est pas un problème, autant ça peut devenir un problème et justement un tag de vrais gros problèmes peut-être dans la cellule familiale. Donc je sais pas, je pense que ça répond à votre question. Oui, c'était aussi à ce niveau-là, mais aussi au niveau des personnes qui peuvent, chez les professionnels elles-mêmes, qui pourraient avoir plus ou moins de difficultés à s'exprimer par rapport à la question posée. Mais s'il y a un suivi après et un retour vers les professionnels, ça répond à ma question, mais je pense que c'est aussi important. Loïc, peut-être, est-ce qu'on peut mettre tous les jeux entre toutes les mains ou est-ce qu'il y a des jeux de médiation donc, qui nécessitent un accompagnement? Ouais, je pense que poser la question, c'est y répondre un peu, parce qu'en fait, dans le domaine des jeux dits sérieux, où justement on va traiter certains sujets, de manière générale, il est largement recommandé, enfin, vous pouvez les avoir de manière autoporteur, que vous pouvez ramener chez vous, puis jouer avec votre famille, avec des amis, mais généralement, c'est des jeux qu'on joue dans le cadre d'ateliers, on va dire, où il y a un animateur qui est là, qui connaît le jeu, qui sait comment débriefer la partie aussi, c'est important, qui va l'accompagner aussi, voir un peu les choses. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et souvent, souvent, ça met quand même des contraintes sur la création du jeu. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée que c'est pas juste un jeu qui dure 30 minutes ou 1 heure, si on fait un format court, mais en fait, c'est un atelier, donc il faut accueillir les gens, il faut qu'ils disent un peu ce qu'ils en ont pensé après. Enfin, les débriefings, ça a été théorisé, mais il y a pas mal d'étapes, il y a pas mal de manières de s'y prendre. Et tout de suite, vous êtes sur un moment beaucoup plus long, même avec un jeu court qui dure vite 2 heures, 2 heures, 3 heures, et puis ça demande plus de... C'est pas toujours évident pour les entreprises, pour parler du prix, des choses comme ça, de mettre ce temps-là à disposition, payer un professionnel pendant ce temps-là qui va accompagner l'activité. Mais je pense que c'est une contrainte qui est indispensable si on veut que ça se passe bien, et il ne faut pas sous-estimer la nécessité de faire ça. Le débriefing, ça permet de mieux, je dirais, mémoriser, peut-être de mieux comprendre certaines choses qui se sont passées, mais ça permet aussi d'éviter qu'il y ait des gens qui partent de là totalement... mal à l'aise ou avec des choses qui n'ont pas été réglées pendant l'atelier, et ça, il faut faire vraiment attention à ça. Ça peut être... on peut en reparler après si vous voulez, mais je connais quelques exemples où il n'y a pas eu de bon débriefing et c'est assez dommageable quand même, et donc il faut faire assez attention à ça. Et là, je précise, on parle d'un type de jeu bien particulier. Ouais. On n'est pas en train de parler de Cap Business par exemple, qui n'a pas forcément besoin d'un long débriefing après. Non, surtout ceux que j'ai là, je pense que le seul qui organise ça avec, c'est on parlait d'histoire de parents, donc sur les sujets de coparentalité. Et là, typiquement, il est proposé par une fondation vaudoise qui le propose sous la forme d'un atelier, avec quelqu'un qui est là pour animer, pour gérer aussi des prises de parole, des choses comme ça, mais aussi pour s'assurer que ça reste dans le cadre, et puis que s'il y a des choses qui ressortent, que ce soit bien vécu, bien géré, et puis que ce soit satisfaisant. Enfin. Et Loïc, alors très rapidement sur la deuxième question, combien de temps il faut prévoir, combien ça coûte, puis après Raphaël, même question, on verra s'il y a une différence. Alors je pense qu'il y aura une différence parce que vu les ressources que vous avez, je pense que vous êtes plus rapide que ce que l'on a pu faire. Mais non, moi c'est souvent un des trucs que je vois, c'est créer un jeu, si on parle d'un jeu de plateau, typiquement ce type de jeu de société, on est quand même... Alors ça dépend toujours les financements, si on dit on monte un truc, il faut chercher les financements parallèles, parce qu'on est dans le public et tout ça, bon, on augmente le temps, mais à partir du moment où on dirait que c'est lancé, c'est quand même avec l'édition et tout ça, en tout cas dans les activités qu'on a fait, avec les tests, l'aspect itératif dans le game design, on est quand même souvent sur, je dirais bien 2 ans. Et on peut se dire on va le faire en 1 année ou plus court, mais généralement ça déborde. Et le prix, une fourchette. Vous voulez combien d'exemplaires? Non, mais c'est une vraie question, parce qu'en fait, dans les jeux que l'on a fait avec Entrée-de-Jeu, on est beaucoup sur des petites séries. C'est qu'on a fait, typiquement, il n'y a pas photo ici, on a fait 1000 exemplaires, et puis d'autres jeux, on est même à des quantités plus basses. Et donc, avec ces aspects-là, ça dépend un peu le matériel que vous avez dedans. Si vous avez juste un jeu de cartes, quelque chose comme ça, comme les barons, que je pense que tu connais déjà,
qui est juste un jeu de cartes, vous êtes à 5 francs de coût par boîte. Et donc après, vous vendez 10 ou 15, ou voilà. Là, il y a des billets d'entrée au musée avec, donc c'est un peu plus cher. Mais si vous mettez après des pions, si vous mettez plein de choses dedans, vous êtes au-dessus. Mais pour le projet global, on peut vite être à quand même plusieurs dizaines de milliers de francs qu'il faut mettre sur la table. C'est juste je dirais, des jeux de plateau. D'accord. Ouais, parce qu'il faut la conception. Il va bénévolement. Il y a des associations qui font parfois des projets, des collaborations, des choses comme ça, mais je dirais de moins en moins dans le jeu de société, parce que c'est un milieu qui se professionnalise bien en fait. Voilà. Rapidement, même question, combien de temps? Quel budget prévoir? Alors étonnamment, du coup, c'est pas du tout différent pour nous. Je dirais aussi pareil, 2 ans de développement, ça m'a l'air bien. Parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins. Ça dépend d'où on part en fait. Si on part de rien du tout et qu'on crée complètement quelque chose, ça va durer clairement au moins 2 ans, 3 ans. Ça sert à rien de rusher un jeu parce qu'après on aura juste un résultat final qui sera pas satisfaisant complètement, je sais pas. Et le but de faire un jeu comme outil de communication, c'est quand même d'être satisfait du résultat final, vu qu'on veut se montrer au travers de ce jeu. Donc je pense que 2 ans, ça m'a l'air une bonne moyenne. Après, bien sûr, ça dépend de ce qu'on peut faire, ça dépend de la demande, du matériel, du jeu en soi. Et effectivement, le prix, ça dépend complètement de la quantité. Il faut se dire qu'à la fin, la production, faudra la payer. Il faut la payer avant de recevoir les boîtes, ou quand on reçoit les boîtes. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut dire, mais j'aurais vendu la moitié, je pourrais payer. Donc c'est vraiment de l'argent qu'il faut avoir avant. Et après, évidemment, on va facturer forcément tout ce qui est design du jeu, tout ce qui est graphisme, s'il y a, et ça dépend vraiment du travail à faire. Je dirais qu'effectivement, ça se compte en dizaines de milliers de francs, mais ça dépend de la demande. Si c'est comme pour du Bandito Coca, la plus grosse partie, en fait, ça va clairement être l'impression du jeu, alors que la partie design derrière, ça se compte en plusieurs heures, évidemment, beaucoup d'heures. Mais ça va pas coûter des dizaines de milliers de francs pour faire ceci. Voilà. Merci. Une question, Valérie? Oui, merci déjà pour toutes vos interventions. Je me posais la question, en fait les jeux, on voit bien qu'ils ont un gros potentiel au niveau de créer du lien et peut-être créer quelque chose de l'ordre plus un peu de la communauté et moins de l'individualisme. On l'a vu pendant le Covid. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un grand boom des jeux de société maintenant. Et puis, on voit que certains jeux, comme par exemple Local Business, ont un grand potentiel aussi pour aller vers le développement durable. Moi, je préfère essayer de trouver des choses encore plus loin qui vont plutôt dans le terme de régénération. Et du coup, je me demande, avec justement le questionnement éthique dont vous avez parlé, est-ce que vous avez des chartes éthiques ou des critères de sélection pour aller plutôt tendre vers quelque chose qui prenne soin de notre planète, parce qu'on en a besoin maintenant, ou est-ce que vous êtes ouvert plutôt à tout et que malheureusement, des fois, du coup, dedans, il y a des projets de marketing pour vendre des produits, des choses qui sont plutôt de l'ordre de la consommation? Je me permets juste peut-être Nancy sur la question locale, puisqu'il y avait... Et puis ensuite peut-être Stéphane sur l'aspect plus éthique. Comme ça, tu peux approfondir aussi, parce que tu nous as teasé tout à l'heure. Alors nous, c'est vrai que pour Local Business, c'était une de nos demandes, étant donné qu'on défend la consommation locale, on a demandé à ce qu'il soit le plus local possible. Et puis le flyer avec les infos sur le jeu, donc les règles du jeu, ont été édités à la chaux de fond, sauf erreur, par Alpha 7. Donc voilà, c'est vrai que c'était une de nos conditions. Après, on sait que ce qui est fait ici, enfin, il n'y a pas toujours les compétences locales pour faire certaines pièces. Si je me souviens bien, il y avait, je crois, les pièces, les petits pions n'ont pas pu être faits ici. Mais c'est vrai qu'on a en tout cas cherché à trouver déjà des compétences, enfin des manières de pouvoir faire aussi du local. Je pense que c'est un petit peu malvenu de faire un jeu qui s'appelle Local Business sans essayer de trouver des acteurs locaux. Donc, voilà ce que je peux dire. Je me permets une toute petite parenthèse aussi sur les coûts, parce qu'on a parlé pas mal excuse-moi, de jeux de plateau. Moi, dans mon business model, si je veux dire, c'est plutôt des jeux sérieux sur ordinateur.
de la gamification. Et la plupart des projets, l'échelle, c'est entre 60, 70 et 1 million, à peu près le coût pour faire un jeu comme ça. Et par contre, c'est pas non plus une grande 60-70, institution. ça veut dire 60-70 000 francs. Oui, oui, Ok. oui. 60-70 000 francs jusqu'à Jusqu'à 1 million, ça peut déborder. Mais attention, hein, c'est souvent aussi avec, il y a beaucoup de partenaires. Par exemple, on a fait un projet effectivement sur les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, pour des grosses entreprises, mais il y avait 11 instituts derrière. Donc forcément, ensuite, quand on divise par 11, on divise par 4 ingénieurs et 3 chercheurs par équipe, ça fait pas tant que ça en nombre d'heures. Ça paraît grand, mais en fait, pas tant que ça. Et puis le problème, il y a aussi tout l'aspect théorique. Donc il ne faut pas imaginer, oh là là, les gens... Parce que c'est vrai que de temps en temps, j'ai des gens qui frappent à ma porte en me disant « Ah ouais, j'ai cette idée géniale, on va faire un serious game. » Et puis, vous en faites pas, on a beaucoup d'argent, on a réussi à mettre 5 000 francs sur la table. Puis j'ai dit « Bah oui, on va pouvoir discuter, prendre le café, ensemble, avec ces 5 000 francs. » Bon, j'exagère à peine, mais c'est un peu ça. Et en médecine aussi, de temps en temps, on travaille beaucoup. Alors, mes deux grands thèmes, hein, c'est ça touche à l'éthique dans les deux cas, mais c'est la pédagogie et puis la santé. C'est deux choses que je trouve le plus important et que j'aime bien utiliser. Et du coup, j'ai beaucoup de médecins en face de moi. Et puis souvent, les médecins ils me disent on ne comprend pas, là, vous parlez de 70 000, vous parlez de 300 000 pour un tel ou tel prototype. Mais c'est des sommes colossales, jamais on peut mettre ça sur la table. Une fois, j'ai le double de médecin en face, j'ai la même chose en blouse blanche, et puis je dis écoutez, c'est pareil pour moi, j'arrive pas à comprendre. Hein. Avec un vaccin par exemple, pourtant ça a l'air tout simple comme ça. Vous parlez de dizaines de millions, je comprends pas. Puis là, tout le monde a rigolé dans la salle. C'est ça, c'est quand on commence à faire quelque chose qui est fait sur mesure, ça va coûter très cher. Maintenant, je réponds à votre question par rapport à l'éthique. En fait, c'est une fausse question, je pense. Dans le sens où il y a des lois. On est dans un pays, on est la chambre d'une vraie démocratie. Les lois sont faites qu'on ne doit pas déborder sur certaines choses, et ça, c'est marqué noir sur blanc. Quand on fait un serious game, des fois des gros projets, il y a effectivement des juristes qui sont là. Plus l'entreprise est grosse en face, plus on a une armée de juristes, aussi bien sur les droits du projet que sur les limites du projet, au niveau éthique, etc. Et je pense que... Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ma question, c'était peut-être plus, est-ce qu'à l'interne de vos différentes entreprises, vous avez quelque chose qui fixe des lignes aussi pour avoir des jeux qui vont dans l'intention de quelque chose de plus durable, qui prend plus soin de la planète? Alors, c'est le trend en ce moment, c'est vraiment la grande mode, et c'est très très bien d'ailleurs. Effectivement, on a, en tous les cas pour le côté universitaire chez nous, la Confédération qui insiste en disant voilà, maintenant on vous met là le thème sur les personnes âgées, parce qu'on a beaucoup plus de personnes âgées qui arrivent. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau des serious games et de la gamification pour les personnes âgées, pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils coûtent moins cher, etc. Mais ensuite, il y a énormément d'appels qui touchent aux problèmes atmosphériques et puis à l'émission de gaz à effet de serre, etc. Ça, c'est vrai. Peut-être, ouais. Je vais peut-être rajouter un aspect là-dessus parce que c'est une question que nous on s'est posé beaucoup de fois dans notre coopérative et en fait déjà le jeu en tant que tel, surtout si on parle de jeu de plateau, jeu de société, en fait déjà de base on fabrique un truc, on fait des petites séries, on produit finalement des choses qui vont peut-être être utilisées 3 fois dans votre maison, selon comment, même c'est des jeux qui sont donnés en cadeau, on ne sait même pas s'ils sont joués. Donc on pourrait dire que c'est déjà une forme de gaspillage, l'activité en tant que telle en fait, donc c'est parfois une réflexion qu'on a pu avoir. Puis il y a la question effectivement, moi je trouve, je voulais mettre l'accent juste sur un point parce que vous avez sans doute déjà tous remarqué, mais chaque fois que vous achetez un jeu, il est complet.
On ne vend pas des jeux à moitié complets, alors que finalement on a tous des dés à la maison, on a tous des pions, puis on pourrait imaginer acheter le jeu sans les dés, sans les pions, sans rien, et puis peut-être les acheter séparément si on les avait pas, mais pas les avoir dans toutes les boîtes. Mais en fait, ça vendrait le jeu un peu moins cher, et puis en fait, ça se fait pas dans la pratique. Et nous, on a hésité à franchir le pas, parce qu'on en a parlé. Et puis finalement, je crois que nos jeux sont quand même tous complets. On n'a jamais écrit prenez les dés de votre Monopoly pour jouer, au genre de truc. Mais alors qu'en fait, si on parle de durabilité, ce serait pas si con de se dire que si c'est du matériel standardisé, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas utiliser le même en fait. Et puis pour plusieurs jeux. Et la même question se pose sur la taille d'une boîte, par exemple. On avait fait, par exemple, ce jeu-là, il n'y a pas photo. On a essayé, notre effort a été de faire, on parlait du local avant. Là, par exemple, la boîte, elle a été faite dans le Val de Travers. C'est les mêmes gens qui font des boîtes à pizza, ça se voit. Les gens, quand on a essayé de vendre le jeu, ont cru que c'était un prototype joli, mais un prototype quand même. On a fait de la sérigraphie à la chaux de fond dessus. Donc on a fait cet effort-là qui faisait partie du projet. Mais finalement, en termes de vente, c'était ultra mauvais parce que la même boîte, avec le même jeu, le même contenu, on aurait fait une taille beaucoup plus standardisée. C'était 8 fois cette taille à peu près. Avec le même contenu, juste peut-être vous rajouter un truc pour que ça bouge pas trop dedans quand vous le remuez. Et on l'aurait vendu, en tout cas, théoriquement on l'aurait pas vendu beaucoup plus cher, mais du coup celle-là paraissait beaucoup plus cher par rapport à ce qu'il y avait dedans, parce que c'est une petite boîte et tout ça, alors que nous on a voulu optimiser, avoir un truc qui bouge pas, qui soit bien plein. Et en fait, d'un point de vue vente, c'était pas une super opération sur ce critère-là, alors qu'on a essayé de viser ça avec du Swissmade et tout ça, donc c'est juste pour dire que après, il y a aussi les habitudes des consommateurs et aussi des vendeurs. Et voilà, il y a des modèles d'affaires derrière, puis il y a des choix. On retombe toujours dans cette histoire écologie, économie, et puis il faut mettre le curseur et puis choisir sur quoi on fait des choses. Après, il y a quand même des éditeurs qui font énormément d'efforts, qui sont connus pour ça. Et tant mieux, je trouve ça bien. Il y en a de plus en plus. Donc je pense que la tendance est quand même un peu dans ce sens-là quand même, mais lentement. Pour terminer sur cette question, peut-être Raphaël, au niveau des thématiques, ou au niveau de l'approche des jeux, est-ce que tu vois des évolutions chez Helvétique? Déjà, de manière générale, dans le milieu, comme dit Loïc, c'est clair, il y a beaucoup d'éditeurs qui commencent à se rendre compte, à essayer de produire de plus en plus, au moins en Europe, tout ce qui est de production pure. Et aussi, notamment maintenant, on a gentiment tout ce qui est... on fait aussi du livre, mais les bibliothèques qui vendent aussi du jeu, notamment. C'est un des premiers trucs qu'elles regardent, en fait. Made in China, on ne veut pas, en fait. On a vraiment des bibliothécaires ou des ludothécaires, c'est une évidence pour elles. Il faut que ce soit fait le plus près possible. Et c'est quelque chose qu'on regarde aussi. En principe, on fait très attention. On a déjà refusé des projets ou abandonné des projets en cours parce qu'on n'aurait pas pu produire ailleurs qu'en Chine, parce que le matériel était vraiment complexe, vraiment pas éco-friendly si on peut dire. Que ce soit parce que c'est du plastique ou autre. De manière générale, on essaye de mettre aucun plastique dans nos jeux, à part le cello autour des cartes, autour des boîtes, que ça, en fait, on n'a pas trop le choix pour des questions de stockage et de vente. En fait, on nous demande, mais c'est clair, si ça tenait qu'à nous, les boîtes, on mettrait des petits stickers, et puis voire même rien. Là, par exemple, un jeu qui sort demain à Fibi, il sera au festival ce week-end. La boîte, on a mis une enveloppe en carton autour, mais il n'y a rien, sinon il n'y a pas de sticker, il n'y a rien, ça tient juste avec l'enveloppe, ça suffit. Et il y a vraiment, le seul plastique qu'il y a en fait, c'est autour des cartes, et sauf erreur, c'est de ce plastique qui est fait avec de la cire d'abeille, je ne sais plus exactement, mais il faudrait que je vérifie. Mais non, c'est quelque chose sur lequel on fait assez attention. Notamment du coup sur cette collection de jeux qu'on a, qui sont du coup un peu plus chers parce que ils sont faits vraiment dans une entreprise certifiée eco-friendly, qui est quand même en Pologne. Ça malheureusement, pareil, on n'a pas... c'est la balance aussi économique et il faut faire des choix. Et ça fait longtemps qu'on travaille avec eux de manière générale, donc on est assez content de cette collaboration. Et puis on voit que cette collection de jeux eco-friendly, effectivement, c'est quelque chose ça parle aux gens en fait, de dire je suis content d'avoir un jeu qui n'est pas plein de plastique, qui a été conçu avec, si on a du bois, avec du bois qui est certifié FSC, qui vient des forêts à côté, de l'usine, et ce genre de détails.
Je vais poser une dernière question à nos intervenants et puis après je redonnerai la parole à Assad. J'ai noté 2 questions puis ce sera l'heure de conclure. Ma question, c'est aussi un petit peu sur les tendances et puis le futur. Des technologies comme la 5G, la réalité augmentée, c'est des choses qui sont déjà là en fait, mais qui vont encore se développer. En fait, ma question, c'est est-ce qu'on est qu'aux prémices en fait du marketing par le jeu et ces moyens de communication seront-ils appelés à se multiplier et à évoluer dans les années à venir, notamment grâce aux nouvelles opportunités offertes par la technologie. C'est vrai que l'UDESCO est plutôt un festival jeux de société, mais on voit dans ces jeux de société, il y a de plus en plus de jeux en fait qui intègrent un smartphone. Peut-être dans le futur ce sera des lunettes. Donc voilà, ma question c'est quels sont les jeux de demain, peut-être les jeux sur lesquels vous travaillez déjà, ou comment vous voyez un petit peu cette évolution, toujours en lien avec cette thématique aussi du marketing, et puis on reviendra de nouveau peut-être sur des questions éthiques. On en a discuté à l'interne et c'est une question assez compliquée parce que c'est une évolution qu'il faut qu'elle se fasse un peu dans le milieu du jeu de société. Et en fait, on se dit vraiment que si les gens ils font du jeu de société, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire du jeu vidéo. En fait, il y a vraiment cette interaction entre les gens, cet aspect humain, cet aspect tactile aussi éventuellement. Pourquoi tu prends un jeu de plateau alors que tu pourrais jouer en réel, je sais pas comment, en virtuel. Et je pense du coup, je sais pas si je pense que ça va évoluer, oui, ça va continuer, mais il y a un moment, il y aura des limites, ou alors il faudra trouver quelque chose qui va un peu complètement changer la vision qu'on a actuellement de faire, justement, typiquement un truc comme les lunettes, peut-être ça peut changer, et puis en fait, tu as vraiment le jeu devant toi, mais en fait, le jeu, il est dans les lunettes, je sais pas. Pareil, on voit que niveau l'utilisation du jeu, c'est clairement quelque chose qui se développe et qu'on va voir de manière générale, je pense, de plus en plus. Je ne sais pas si peut-être on va atteindre un point où ça sera devenu commun d'utiliser le jeu et du coup pour distinguer, on va commencer à faire autre chose comme outil. Mais a priori, pour le moment, on est sur une pente montante de ce point de vue-là. Ça me va tout à fait comme réponse aussi. C'est pas forcément, effectivement, j'avais la même question d'une journaliste cet après-midi et je disais, mais finalement les gens viennent aussi à l'UDESCO pour du jeu de société. Donc du côté d'Helvétique, on y pense, mais ce sera pas forcément le projet demain en tout cas. Je sais pas, Nancy, si tu as quelque chose à dire là-dessus moi je suis pas une spécialiste de la 5G ni des nouvelles technologies, mais par contre, nous, on constate quand même au niveau, de nouveau, je reviens sur la monnaie locale, on a changé en fin d'année notre carte abeille contre une application abeille qui est beaucoup plus facile d'accès, mais c'est vrai que, en fait, en apportant de la nouvelle technologie, on perd aussi une certaine partie du public, donc peut-être, en tout cas pour nous, on est content d'avoir ouvert en guillemets, un autre marché avec des plus jeunes et des plus habitués à utiliser un smartphone pour payer, par exemple. Mais je pense qu'il faut faire aussi attention de ne pas perdre, en tout cas, un public qui utilisait avant l'ancienne carte. Donc, on a choisi d'avoir 2 systèmes pour notre monnaie locale, un avec une carte physique et un autre avec un support mobile. Donc, alors ça, c'est la petite histoire par rapport à la monnaie locale, mais... Loïc, entrée de jeu en 2050. Je vais pas d'un autre aspect parce que, en tout cas, en termes de développement de game design, le numérique c'est pas pareil que les jeux de société plateau, et puis c'est quand même parfois des métiers distincts, puis faut pas toujours croire qu'on peut faire les deux. Ça c'est un retour d'expérience, voilà, mais c'est pas toujours évident de passer de l'un à l'autre, même si on est scénariste ou des choses comme ça, il y a quand même vraiment si on va vraiment sur du développement, c'est pas simple, et puis de faire la réalité augmentée, la réalité virtuelle, Stéphane donne un peu des idées d'ordre de grandeur, on est dans des projets qui coûtent facilement 10 fois plus cher peut-être que des jeux de plateau avec des jeux numériques, ça peut être ce genre de choses. Mais il y a un point peut-être sur lequel je voulais venir, c'est que finalement il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, c'est une forme de démocratisation gentiment de la réalité augmentée. Réalité virtuelle, on n'y est pas encore, selon moi, tu pourras dire, mais par exemple, il y a les jeux de piste, c'est typiquement un type de jeu où il y a de plus en plus de supports numériques, on le fait beaucoup sur tablette, beaucoup avec des smartphones, beaucoup de choses comme ça, et ça convient assez bien, sauf des possibilités qu'on n'a pas forcément avec du support papier, même si
Personnellement, j'aime bien les jeux de piste papier, et puis ils ont d'autres avantages comme celui-là. Voilà. Donc je suis pas forcément enfin je dis pas forcément qu'il faut faire que du numérique sur les jeux de piste, je pense qu'il faut bien choisir. Mais où je veux en venir, c'est qu'en fait, par exemple, il y a une start-up qui est à Saint-Imier, qui a développé, c'est assez innovant et c'est assez récent, la possibilité de créer des jeux de piste par module. Et avec un modèle économique qui est très différent, qui est vous achetez des licences et vous pouvez, donc vous créez votre jeu de piste, vous faites le game design sur leur plateforme, vous designez les modules, mais tout est déjà pris avec des modules de réalité augmentée, avec des modules de choses comme ça, ce qu'on n'avait pas avant. Et donc c'est sorti du milieu académique, maintenant c'est rentré dans un aspect plus industriel et plus à la chaîne, et finalement vous pouvez le faire sans avoir des énormes compétences. Alors, toujours vous aurez besoin de compétences de game design, mais vous n'avez plus besoin de quelqu'un qui va faire le code pour vous. Et ça réduit quand même pas mal les coûts, et ça permet et le temps, parce que du coup vous allez beaucoup plus vite. Et par exemple, j'ai eu un projet, enfin on a parlé d'un projet avec ça, où c'était pour un petit jeu de piste qu'ils voulaient faire pour Pâques, juste pendant une semaine, la semaine de Pâques, et puis du coup c'était un modèle économique qui convenait très bien, où il payait une licence pendant une semaine, le chef de projet mettait son jeu de piste sur l'app finalement, et la mettait en ligne juste le temps qu'il fallait, et il y avait quand même 3 postes avec de la réalité augmentée, et puis enfin ça n'avait pas l'air nul du tout, quoi. Et donc il y a ces possibilités qui arrivent gentiment, et qui sont quand même assez intéressantes à voir. Après, je dirais que ça ne nous affranchit pas quand même d'avoir un game design assez intéressant, assez original, et ça ne va pas remplacer le game designer, qui, je pense, même avec beaucoup de numérique, va quand même toujours devoir être au milieu de ce type de projet, parce que ça reste quand même créer des jeux, des projets où il faut savoir faire des choix, puis il faut savoir être en lien avec beaucoup de métiers différents. Et là, la technologie sur cet aspect-là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle ces temps, mais sur ces aspects-là, je pense qu'il y a des métiers qui ne sont pas remplaçables si vite que ça. Alors, il y a pas mal d'aspects, et on a parlé de numérique, on a parlé de virtuel, on a parlé de jeux concrets. La première chose à dire, je pense, c'est que si j'ai une boîte à outils, j'ai du mal à comparer, à me dire qu'un tournevis, c'est mieux qu'un marteau. Non, c'est juste pas utilisable dans la même manière. Les jeux de plateau, c'est super, ils ont une certaine propriété, certains désavantages aussi. Et puis les jeux numériques, je préfère le terme numérique à virtuel, c'est autre chose. Et puis on a parlé aussi de niveau de paradigme, c'est-à-dire si on commence à le dire en réalité mixte ou en réalité augmentée. Donc là j'ai des lunettes qui me permettent de voir un objet que je n'ai pas. Et puis peut-être que j'ai des gants haptiques qui vont me permettre d'avoir une sensation de toucher plus ou moins cet objet virtuel. Et puis je vais pouvoir avoir un jeu de plateau, mais en numérique. Tout ça, en fait, c'est des ouvertures de nouvelles choses, de nouveaux possibles. Et là, on a foison qui vont arriver, je pense. Mais je ne veux pas rentrer dans un long débat sur les virtuels, sur les degrés, les paradigmes, etc. Là, ça vient. Une des choses que je relève moi de ce débat, c'est la diversité des exemples que vous avez montrés. Et c'est vrai que peut-être l'ouverture à d'autres technologies ou à des nouvelles possibilités va encore enrichir cette diversité. Je suis conscient du temps, et je sais que dans cette salle, il y a aussi des partenaires de l'UDESCO qui sont invités à un apéritif. Donc ce qu'on va faire, c'est on va conclure par 2 questions. Peut-être juste préciser si vous entendez d'un intervenant en particulier qu'il ou elle répond à votre question. Et puis après, il y aura juste, mais en 30 secondes, un mot de conclusion pour chacun. Donc il y avait madame et puis monsieur. Je suis désolé. Et puis comme ça, on peut continuer après autour d'un verre le débat. Merci, en tout cas pour toutes ces explications. Vous avez donné beaucoup d'exemples, vous nous avez montré aussi pas mal de jeux, mais comment vous évaluez en fait l'impact dans la communication que vous avez eu avec ces jeux, donc vous personnellement, et puis peut-être de manière un peu plus générale, est-ce qu'il y a eu des études scientifiques qui ont été faites sur le sujet, qui ont pu démontrer que la communication était enrichie, voilà. Je sais pas qui veut répondre. Je veux bien dire un mot. Il n'y a jamais de budget. Non, mais c'est un truc qu'on a vu tout le temps et qui nous déprime. Enfin, pas tout le temps, mais souvent. Si vous faites un projet assez académique avec des chercheurs qui vont chercher des fonds publics, et puis dans ce cas-là, ça fait partie de la roadmap d'intégrer une étude d'impact.
mais qui est quand même toujours à court terme, qui va être juste à la sortie du jeu, ou peut-être 6 mois après, mais pas après, parce que le projet il est fini. Même si vous avez un doctorant, à un moment il publie, et puis c'est fini, voilà. Et donc, d'après mon expérience, en tout cas, c'est rarement plus que ça. Après, si vous faites un projet pour une petite fondation, pour une association, pour des structures comme ça, ils ont rarement les moyens de le faire, et souvent ils n'ont pas très envie, parce que, je sais pas, le projet il est fini, ils l'ont accouché après 3 ans, ça fait un moment que c'est là, et puis il faut passer un peu à autre chose, et puis le digérer, puis un peu ça, puis de se dire une année après on va voir si ça a vraiment fonctionné, à part se prendre des coups sur la tête, si la réponse est non, il n'y a pas grand chose à en gagner. Donc moi j'ai eu beaucoup de réticence là-dessus, à mon grand désespoir, parce que j'adorerais qu'on ait plus de projets dans lesquels on fait ces études d'impact, mais généralement c'est pas vraiment fait. Et je mettrais comme un bémol, si vous êtes en collaboration avec des grosses entreprises qui mettent des gros budgets de leur poche, là il y en a à chaque fois, à l'interne, et ils le font tout le temps. Voilà. Donc ça dépend beaucoup avec qui vous collaborez aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut compléter? Alors d'un point de vue académique, effectivement, on est supposé le faire. Mais j'adore votre question parce que, dans une question pratique, souvent, c'est pas une pratique qui est encore bien mise en place. Donc même dans le milieu académique, c'est pas toujours le cas. En plus de ça, on néglige souvent le coût qui a genre, allez, on met 10% pour cette évaluation, et puis voilà. Et en réalité, si on veut le faire correctement, on devrait penser à peu près à 30% du budget. Parce qu'il y a des effets de bord. Vous n'aurez jamais justement des scores qui seront ouverts partout. Et du coup, les gens vont dire, surtout quand vous avez un gros partenaire industriel, ils vont dire, attendez, vous avez prouvé que là, ça ne va pas. Donc c'est géré comme de le corriger. Et du coup, on tombe dans une coupe itérative. Et c'est pour ça qu'il faut compter 30% de budget. Et du temps. La dernière question. Je reviens sur la question sur le thème abordé par Loïc, entre autres, sur les jeux, la grande boîte qui est pas écolo et la petite qui est... Et je me posais une question un peu rigolote, un peu à moitié sérieuse, à moitié vraie, à moitié rigolote, disons. Est-ce que vous pensez que ça pourrait marcher si on essaye d'aller vers la sensibilisation des acheteurs, on crée les deux boîtes, le contenu est le même, on met en évidence la belle boîte, quand l'acheteur il est intéressé, on dit si vous voulez, il y a la même boîte, au même prix, beaucoup plus petite, beaucoup moins attirante, mais beaucoup plus écologique. Et on a fait ça parce qu'on s'est rendu compte de ça. Donc on saisit l'occasion pour expliquer les enjeux derrière. Est-ce que vous pensez que ce type de mécanisme pourrait marcher? En fait, sur la question de simplement l'emballage et de la présentation, quelle est la stratégie de l'éditeur en fait? Alors nous, on essaye typiquement, on a nos formats standards pour nos jeux en collection en quelque sorte. Et ces formats, ils sont franchement petits et c'est vraiment adapté au contenu. Après, quand on fait des projets plus gros, on essaie évidemment toujours de voir le plus petit. Après, selon comment, par exemple pour une de nos dernières sorties, on peut dire la boîte elle est trop épaisse. En fait, c'est juste que si on la voulait moitié moins épaisse, en fait, ça aurait doublé les coûts. Et donc forcément, on y va, même si c'est un peu plus épais, on choisit comme ça. C'est aussi une question d'équilibrage financier, toujours. Mais c'est important je pense, d'essayer de remplir la boîte. Parce que les gens ne veulent pas acheter une boîte vide et puis ça prend juste de la place. Il y a 2 points de vue pour ça. Je pense qu'effectivement, du point de vue du joueur ou de la personne qui va acheter le jeu, s'il a le choix entre la grande boîte pleine de vide ou la petite boîte pleine à craquer, je pense qu'il va peut-être plus choisir la petite boîte pleine à craquer. Mais au niveau des boutiques ou des grandes surfaces magasins, c'est plutôt eux qui vont préférer la grande boîte parce qu'il y a plus à montrer et ça va être plus appelant, effectivement. Donc je dirais c'est un peu la dualité entre les deux parties en fait. Ouais. Alors rapidement, alors hélas, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Les supermarchés vont prendre effectivement des grandes boîtes parce que ça se vend beaucoup mieux que les petites boîtes.
Et il y a un phénomène de ça c'est mon cadeau, c'est mon gros cadeau, j'ai un gros cadeau, j'ai pas un petit cadeau. Et on le voit chez les enfants, alors eux ils le disent carrément, regarde, le gros cadeau c'est pour moi, il est à moi, j'ai le plus gros, même s'il est vide, j'ai le plus gros, c'est moi qui ai le plus gros. Et les grands enfants qu'on est, on a le même réflexe. Il ne faut pas trop trouver qu'elle est petit. Sauf que nous, on ne dit pas. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un petit ordinateur, je suis un peu vexé. Mais ça, c'est malheureux. Pour répondre à votre question, si on leur explique, je pense que oui, ça marcherait. Sauf que il va falloir expliquer à tout le monde et le répéter à chaque fois. Vous allez avoir un coût qui va exploser. Site internet. Par contre, ce qui peut marcher, c'est les labels. Si vous réussissez à faire un label suisse spécial en disant celui-là, il est certifié comme étant un super truc, écolo, machin, que vous avez ce label, là, ça va marcher. En tous les cas, pour une bonne frange de la population et une frange qui ne fait qu'augmenter. On a parlé du marketing par le jeu, on a parlé du marketing de jeu à la fin. Je pense que c'est une belle manière de conclure. Peut-être juste en 20 secondes chacun, est-ce que vous avez une frustration, quelque chose que vous n'avez pas pu développer suffisamment, ou si ce n'est pas le cas, je vous donne la dernière question, ce serait un conseil peut-être aux entreprises qui aimeraient se lancer, entreprises ou collectivités dans le jeu. On peut commencer par toi et puis on va dans l'ordre. Alors le conseil, ce serait penser à la santé et à l'éducation. C'est le meilleur combat contre l'obscurantisme. Ouais, moi mon conseil c'est de prendre le temps au début de réfléchir aux formes de jeu, puis pas de vous dire forcément je veux faire un jeu de plateau, j'ai cette thématique, ça va coller. Ça peut être un jeu de piste qui fonctionne mieux, ça peut être un jeu de rôle qui fonctionne mieux, et de prendre ce temps-là. C'est pas si évident. Voilà, je vais le dire maintenant peut-être, mais si jamais on a mis en place une formation à l'Haute École de Gestion où on parle de ces aspects de game design, voilà, je l'ai dit, mais en fait c'est pas, non mais c'est quelque chose qui est rare en fait, parce que dans le domaine des jeux de société, il commence à y avoir des formations dans les jeux de société, notamment maintenant vous en trouvez à Lille, vous en trouvez à Paris, vous en trouvez à Bruxelles, en Suisse romande ça existe quasiment pas, on est la première à ma connaissance, et en fait c'est en train de venir, donc c'est un milieu qui se professionnalise gentiment, et en fait la particularité de bien choisir le support sur lequel vous faites le jeu, c'est une dimension qu'on trouve quasiment jamais. Et moi je trouve qu'elle est vraiment fondamentale, parce que si vous ne prenez pas le bon support, vous pouvez toujours continuer, vous allez devoir régler des problèmes sans arrêt. Enfin, ça va. Enfin, bien choisir son support, ça change les coûts, ça change beaucoup de choses. Et voilà, donc moi mon conseil c'est voilà, partez pas, passez à vos types de jeux favoris, les escape games, faites pas forcément une escape game. Voilà. Alors moi je dirais que le jeu c'est vraiment, en tout cas de nouveau par rapport à la monnaie locale, c'est un outil supplémentaire, et puis je pense que les institutions ou n'importe quelle entreprise devrait se poser la question de pourquoi elle crée un jeu en fait, parce que si on prend aussi la ville de la Chaux-de-Fonds, nous on est aussi beaucoup à jouer, je pense par rapport aux ressources humaines dans des... comme vous avez évoqué tout à l'heure avec les crèches, enfin il y a peut-être aussi de la formation continue qui peut se faire au travers du jeu. Donc là moi je vous ai beaucoup parlé du jeu en lien avec la monnaie locale, mais ça peut-être se poser la question de pourquoi on a besoin du jeu, enfin dans quel but. Pareil, je souligne ce que les autres ils ont dit. Pour moi il y a deux choses importante, c'est qu'il faut savoir pourquoi, pour qui on a envie de faire le projet, parce que sinon on se retrouve avec un jeu et puis on ne sait pas quoi en faire. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à s'adresser à des professionnels, que ce soit des auteurs, des éditeurs, n'importe qui, parce que tout seul, si vous ne connaissez pas, ben forcément ça va être difficile en fait. Et nous on est là pour ça, même si ça va juste vous aider, on a les contacts, on a les connaissances. Et c'est notre travail. Parfait, on va conclure comme ça. Moi j'aimerais remercier infiniment nos intervenants. Déjà je crois qu'on peut les applaudir. Vous remercier pour vos questions qui ont vraiment nourri le débat et amené le débat sur des choses super intéressantes. Peut-être juste pour conclure un mot pour dire que Johan est là, il a sorti Local Business, donc vous pouvez tester le jeu. Je vais prendre pendant... Ça dure 20 minutes, donc n'hésitez pas. Vous inviter à profiter de ce festival
Il dure 55 heures, un peu moins maintenant, mais voilà, on est là en non-stop jusqu'à dimanche 20h. Et vous invitez vraiment à revenir ce soir ici pour une autre conférence loto avec un anthropologue, Thierry Wendling. On est vraiment très heureux d'avoir Thierry avec nous. Et il y a des super prix à gagner en plus. Donc il y a 9, comme dans un vrai loto, ben voilà, il y a 9 prix avec un beau carton. Et puis demain, il y a une autre conférence aussi sur les influenceurs par le jeu. Ce sera à quelle heure 15h30. 15h30 ici demain. Voilà, si vous aimez les conférences, tout à l'heure avec Thierry, et puis c'est à 20h et demain 15h30. Voilà, je vous souhaite un très bon festival, une bonne soirée. Merci encore infiniment. Ceux qui sont intéressés pour tout ce qui